L'atelier d'aujourd'hui est consacré au check-up de l'activité pour inscrire votre société dans la croissance en 2016. Avant de dire quelques mots et de travailler sur cet atelier, deux mots sur WICAN. WICAN est le premier réseau depuis plus de 20 ans consacré exclusivement au développement des PME. Nous sommes 30 consultants en France. Et l'export? Et à l'export également, il y a 6 autres consultants qui sont installés en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Nous sommes tous des dirigeants, ce qui nous permet de créer des liens privilégiés avec nos clients. Et on retrouvera dans l'accélérateur, qui est le journal de WICAN, les témoignages de nos clients que nous avons accompagnés. Christophe Profit, qui est un alpiniste réputé, a gravi 10 fois la face nord de l'Eiger, qui est la face la plus difficile d'un sommet difficile. Et il a pour habitude de dire que pour réussir cela, il est constamment sorti de sa zone de confort, puisque à ce moment-là, on se pose les bonnes questions tout de suite, comme il l'indique, et on devient extrêmement efficace. Le check-up que nous allons commenter est là pour ça. Il est pour vous aider, vous, dirigeants, à sortir de votre zone de confort et propulser votre société au sommet. La première chose à concevoir, c'est que les limites de l'entreprise sont fondamentalement celles de son dirigeant. C'est l'ambition, le niveau d'ambition que le dirigeant va positionner qui va permettre d'emmener l'entreprise dans la croissance. On peut être au-dessus de la mêlée ou on peut être, comme tout le monde, dans la mêlée. Alors là, tu es en train de nous dire que on a tout intérêt à viser la Lune, et si jamais on n'atteignait pas la Lune, on aurait quand même la tête dans les étoiles? C'est exactement ça. Plus on vise haut et plus on arrivera haut de toute façon. Donc, décidons de l'ambition, décidez de votre ambition pour votre entreprise en alignement avec vos objectifs. C'est tout le thème du check-up que nous allons dérouler, en commençant par la stratégie, puisque la stratégie, c'est la traduction concrète de votre ambition, et c'est cette stratégie qui ordonnera l'ensemble des fonctions de l'entreprise que nous regarderons au crible de cette stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Souvent, on constate que les patrons de PME font une confusion entre ce qu'est une stratégie ou une tactique. La tactique, c'est dicté par les clients qui vous font des demandes spécifiques, mais leur motivation n'est pas de faire en sorte que l'entreprise devienne la plus profitable possible. C'est la mise en œuvre d'une vraie stratégie qui permettra d'atteindre cet objectif. Alors, ça commence par avoir une vision. C'est important de savoir où on veut aller. Si vous faites référence à l'automobile, si je ne sais pas ma destination, je vais avoir du mal à programmer mon GPS. Donc, la vision, c'est la représentation d'une situation future sympathique, une situation motivante qu'on a envie de partager avec ses collaborateurs, avec des investisseurs éventuellement, avec le banquier. Et la stratégie, en fait, va tenir compte de toutes les contraintes. Alors, est-ce qu'on veut prendre les péages ou pas, l'autoroute? Est-ce qu'on veut passer par telle ou telle destination? En fait, la stratégie, ça va être le comment on va du point A aujourd'hui au point B demain. Alors, c'est important de se poser tout un tas de questions en commençant par le métier. Euh, on peut regarder les domaines d'activité stratégiques. En clair, ce sont des activités qui pourraient vivre en toute autonomie. Et c'est important d'avoir un portefeuille équilibré, d'avoir des activités qui vont vous rapporter du cash, et puis des activités qui sont en développement sur des marchés porteurs et qui seront les vaches à lait de demain. Et un portefeuille équilibré permet de financer avec les vaches à lait les dilemmes et stars, et ainsi de suite. Le cycle est évolutif. Est-ce que tu aurais un exemple pour bien Alors comprendre? oui, j'ai un exemple très parlant. Une société que j'accompagne actuellement a deux activités et toutes les deux positionnées en vache à lait. Et vache à lait même au bord de l'abattoir, ce qui fait que cette entreprise se trouve dans une situation où, même si elle a du cash, elle n'a pas de futur. Et
la solution, la stratégie pour cette boîte, c'est justement d'investir de façon massive sur des opportunités positionnées sur des marchés en forte croissance, mais là où l'offre n'existe pas encore, pour exister sur ces marchés et en faire des produits stars demain. Alors, ça c'est pour les DAS. Et après, c'est important d'analyser les savoir-faire dits constitutifs de l'entreprise. En fait, il s'agit de toutes les briques métiers que l'on maîtrise. Et pour réussir dans un métier donné, eh bien, il y a un certain nombre de briques qu'on a besoin de maîtriser. C'est particulièrement important de se poser cette question par rapport à une potentielle diversification. Quels sont les savoir-faire à maîtriser pour réussir dans les métiers de la diversification? Et si on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas tous ces savoir-faire, eh bien alors la stratégie veut que l'on se dote des briques manquantes pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir dans le nouveau métier. Alors, au niveau des stratégies possibles en PME, on va tout de suite éliminer la domination par l'écoute, qui est habituellement réservée aux grands groupes. En PME, c'est rarissime de faire une activité volume, je crois l'avoir jamais rencontré. Ce qu'on rencontre de façon classique, c'est la différenciation. Donc, on cherche à mettre en avant des différenciateurs par rapport à l'offre des concurrents. Et puis, on peut aussi mettre en place une stratégie de focalisation. Alors là, contrairement à la différenciation, en focalisation, on est sur une niche du marché. L'objectif est alors de devenir la référence absolue dans cette niche, mais c'est une stratégie un petit peu réductrice parce qu'une fois que la niche est totalement exploitée, eh bien, on se retrouve peut-être dans la situation du client que j'ai cité précédemment et on se retrouve un petit peu coincé par rapport aux possibilités de développement futur. Auquel cas, on peut s'intéresser en PME à deux autres stratégies possibles, la diversification et puis l'internationalisation. Et quelles sont celles qu'on retrouve le plus fréquemment? Alors, moi, je rencontre très souvent des stratégies de focalisation. Beaucoup de PME sont positionnées sur des niches et elles essayent de devenir vraiment la référence sur cette niche. Après, une autre notion qui n'est peut-être pas classiquement étudiée par tout le monde, c'est d'identifier des actifs latents. En fait, des actifs latents, c'est un petit peu comme un trésor qui serait au grenier, voire même pas au grenier, mais là devant nos yeux et qu'on ne voit pas. Alors, il y a toutes sortes d'actifs latents possibles, mais j'ai envie de citer l'exemple d'un dirigeant qui maîtrisait 7 langues. Bon, ben là, tout de suite, ça fait tilt. On se dit qu'un dirigeant qui maîtrise 7 langues, il a toutes les chances de réussir à l'export. Ou il pourrait y avoir l'exemple d'une marque. Je me rappelle d'une marque que possédait un client que nous accompagnons qui a été vendu à prix d'or. Et alors là, ça change la vie. Lui, il n'en avait pas besoin pour son exploitation. Il avait la société qui est très intéressée par le rachat de cette marque. Là, ça change la vie. Alors, en synthèse, par rapport à la stratégie, ce qui est important déjà, bon, c'est d'avoir de l'ambition, une vision, des propres finalités en tant que dirigeant, et après, d'aligner à la fois la stratégie de l'entreprise avec les finalités du dirigeant. C'est-à-dire, si j'ai peur en avion, je ne vais pas mettre en place une stratégie où je pars à la conquête de la Chine, des États-Unis. Il faut garder de la cohérence. Ce qui s'est vu. Ce qui s'est vu, absolument. On a rencontré des clients dans lesquels la stratégie qui était proposée ne tenait pas compte du tout de ce qu'était le dirigeant. C'est pour ça que je le dis. Ce qui est difficile, c'est de garder son objectivité parce que son entreprise, c'est un peu comme son enfant. 100% des parents trouvent que leur enfant est beau. Donc, c'est là que c'est intéressant de se faire accompagner parce que le consultant est là pour prendre du recul et puis donner un avis objectif sur le potentiel de l'entreprise. Et un autre risque, c'est de s'enfermer dans le passé. Ça fait 20 ans qu'on fait le métier de cette façon. Pourquoi changer les choses? Alors que le consultant, quand il analyse l'entreprise, ça fait écho par rapport à ce qu'il a vu ailleurs et il peut ouvrir le champ des possibles et proposer des organisations, des stratégies qui ont fonctionné dans d'autres domaines et qui sont utilisables dans ce cas précis. Il y a un autre point important, c'est le mot rigueur qui apparaît à la fin. Oui,
Alors, ce qui compte effectivement, c'est pas d'avoir une belle stratégie sur un beau papier glacé qui reste sur le bureau, c'est de la mettre en œuvre avec rigueur sur le terrain, et c'est sur le terrain qu'on obtient les résultats. Maintenant que nous avons vu les différentes stratégies utilisables et comment les définir, nous allons commencer à passer au crible l'ensemble des fonctions, en commençant par le marketing. Dans le marketing, la première question à se poser, c'est est-il pertinent? Probablement, vous en faites, la plupart des PME font du marketing à un moment donné. Mais il y a 2 ou 3 questions majeures à se poser, dont la première est, avez-vous déterminé le cap de vos produits ou de vos services si vous êtes une société de services? CAP, c'est l'acronyme de caractéristiques avantageuses prouvées. Très souvent, ce qu'on rencontre chez nos clients, c'est un marketing qui a un discours très centré sur les producteurs, c'est-à-dire sur l'entreprise elle-même, et non pas sur ce qu'est l'avantage pour le client. Ah ben moi, ce que je vois souvent sur les flyers, c'est une équipe dynamique à votre service. C'est bien ça? Alors, c'est bien qu'elle soit dynamique. Ce qui manque, c'est de dire à quoi ça sert au client qu'elle soit dynamique. Par exemple, on pourrait dire une équipe dynamique à votre service et des devis livrés en 3 heures. Par exemple, une très grande réactivité. Ça, c'est quelque chose que le client mesure, comprend, et on peut le prouver parce qu'il va essayer. Et quand il recevra son devis en 3 heures, alors oui, il comprendra pourquoi l'équipe est dynamique. On peut également, comme nous le montrons ici, avoir un petit diagramme, étudier chacun de ces produits majeurs ou chacun de ces services majeurs en connexion avec les domaines d'activité qu'on a vus tout à l'heure, pour déterminer quel est l'endroit, quelles sont les caractéristiques qu'on va vouloir pousser en avant par rapport au marché, qui seront plus importantes. Ici, dans le schéma, nous avons clairement une question de coût qui est importante pour le client, mais nous avons aussi une question de durée d'immobilisation, durée de vie du produit. Et là, le client qui est concerné est très très bon sur ce produit-là, bien meilleur que le marché. Et là, il me semble que justement, on montre à quel niveau l'offre de l'entreprise est différente par rapport à celle de la concurrence. Nous sommes tout à fait dans la différenciation. C'est-à-dire que si nous sommes dans cette stratégie de différenciation que tu as évoquée, alors il faut le faire savoir et le mettre en avant dans le marketing. Ce qu'on pourra faire en ayant identifié ces caractéristiques-là. Le deuxième point important, c'est de connaître ses clients. Ce tableau est issu d'un tableau réel, Ah oui, d'une ça c'est entreprise réelle. une vraie mission. Voilà, une vraie mission où on prend la totalité du chiffre d'affaires réalisé sur un an ou éventuellement sur plusieurs années, mais un an c'est bien, et on classe le chiffre d'affaires en fonction des domaines des activités des clients. On croise ça c'est la ligne rouge, les barres rouges, et on croise ça avec le nombre de clients actifs, ce qui permet de repérer assez rapidement et assez visuellement l'endroit où les clients commandent. Qui sont les clients qui commandent? Ah oui, alors par exemple, là on voit effectivement un code avec beaucoup de clients et beaucoup de chiffres d'affaires. Donc les entreprises qui ont le même profil que ces clients-là doivent être intéressantes. Exactement, parce que si ça reste un tableau, ça ne va pas très loin, ça ne va pas vous aider. En revanche, il y a là un gisement tout à fait intéressant où on peut se dire qu'on va aller chercher des clients semblables à ceux-là, c'est-à-dire ayant le même code NAF, et on va leur adresser une opération de marketing. Ce qui peut nous donner le tableau d'après, où on classe l'ensemble du chiffre d'affaires par segment, et on s'aperçoit que le cœur de cible est, comme très souvent, représenté par un nombre réduit de segments. Et un nombre réduit de clients, ça veut dire qu'on peut sécuriser une bonne partie du chiffre d'affaires avec un nombre très limité de clients. Donc ces gens-là, on les dorlote. Exactement. Non seulement on les dorlote, mais on met en place des opérations de marketing spécifiques pour eux.
Et peut-être on va alléger, on va regarder tout le bas du tableau en se disant mais qu'est-ce qu'on fait pour ces clients qui rapportent peu, qui ont peu de potentiel? Eh bien, on allégera les opérations de marketing là-dessus pour les concentrer sur le cœur de cible. Et après, je pense qu'on peut dire que les clients, enfin les prospects qui ont les mêmes caractéristiques que ce cœur de cible-là, vont finalement être peut-être plus faciles à transformer que d'autres. Tout à fait, puisque nous aurons à la fois travaillé sur les caractéristiques de nos clients, sur les preuves, et on pourra s'appuyer sur le nombre de clients qui existent déjà en disant que d'autres ont apprécié telle ou telle caractéristique. Le retour client engendre de la satisfaction également. C'est pas du temps perdu que d'analyser le palmarès Ah commercial. non, 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 c'est une des premières étapes à franchir. Après le marketing, nous allons passer au commercial. Eh bien, passons au commercial. Alors, ce qu'on constate souvent en PME, c'est que le commercial, c'est un peu le parent pauvre. Souvent, les patrons ont créé leur boîte par rapport à une idée, donc par rapport à un produit, un service. Donc, la notion de process leur parle bien, mais en ce qui concerne ce qu'il faut faire au niveau commercial pour aller chercher des commandes, c'est un peu le doigt mouillé, quoi. Donc quand je pose la question à un patron, combien vous faut-il investir pour générer 100 KE de chiffre d'affaires supplémentaire, la réponse c'est un grand moment de silence. Dans quasiment 100% des cas, on est absolument incapable de répondre à cette question. Alors, il se trouve que Wiccan a inventé il y a 20 ans déjà une méthode qui a fait ses preuves il y a 20 ans et encore aujourd'hui. Et c'est une méthode qui est basée sur trois grands principes. Exhaustivité. À partir du moment où le marketing m'a donné le ciblage, je parle à tout le monde. Répétitivité. Eh bien, ça veut dire que je parle aux cibles plusieurs fois par an. Plusieurs fois, ça veut dire quoi? Tous les 2-3 mois. Donc 4 à 6 fois par an. Et je signe éventuellement pas dans l'année en cours. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai signé en début d'année un client que je connais depuis 4 ans. Donc, ça veut dire que le déclencheur est apparu seulement en début d'année, mais c'est grâce à une action sur la durée que cette mission a pu se concrétiser. Tu parles de répétitivité, mais on a suffisamment de choses à leur dire pour leur parler 4 à 6 fois par an? Alors oui, bien sûr, part du principe que tant qu'on n'a pas communiqué au moins 3 fois sur un message, la cible n'a pas forcément imprimé. Donc ce qui est important dans ces opérations, c'est de lancer une opération de com qui illustre le savoir-faire de l'entreprise. Donc la cible doit se rappeler du nom de l'entreprise et d'un savoir-faire. Alors, on segmente le marché qui comprend des cibles. Ceux dont les codes NAF nous intéressent sont les suspects. Ils sont susceptibles de devenir clients un jour. Une fois qu'ils sont qualifiés, ils deviennent prospects, tout d'abord froids, puis tièdes lorsque l'intérêt monte et chauds lorsqu'ils nous demandent un devis. Et puis ensuite, soit on signe, auquel cas on passe au statut de client, et puis soit on ne signe pas, auquel cas on ne met pas le prospect à la poubelle. Non, ça veut dire pas tout de suite, et il devient prospect différé, et on le travaille différemment quelques mois plus tard. Ce qui est important, c'est de mesurer à la fois les taux de transformation à chaque étape et les dépenses engagées pour constituer un portefeuille de prospects et de clients. Une fois que j'ai mesuré sur, disons, une année, les résultats obtenus, les taux de transformation, les dépenses engagées, eh bien, je peux déterminer le coût d'acquisition d'un prospect, le coût d'acquisition d'un client. Et ce qui est important, c'est que lorsque j'établis mon budget pour l'année suivante, la croissance, c'est le chiffre d'affaires supplémentaire à générer. Donc, ce n'est pas une inconnue, je le connais, c'est mon budget. La question, c'est combien de cibles vont être nécessaires d'adresser pour réussir cet objectif. Et là, eh bien, les mathématiques m'aident, et le nombre de cibles, c'est le chiffre d'affaires objectif que divisent les deux taux de transformation et le panier moyen. Et à titre complémentaire, ça me permet de savoir si mon objectif est réaliste. Si j'arrive à 15 000 cibles à adresser avec 2 commerciaux,
c'est qu'il y a un souci. En revanche, si j'ai 500 cibles à adresser, j'ai un commercial qui fait la prospection, là, je sais que ça va bien se passer. Alors, juste, ça a l'air quand même un peu long à faire tout ça. Alors, ça peut paraître théorique, mais le mieux, c'est de regarder sur un exemple concret. Donc, on simplifie à l'extrême le processus de création du chiffre d'affaires, parce que finalement, dans ce processus d'industrialisation de la fonction commerciale, on fabrique un produit qui s'appelle le chiffre d'affaires. Donc, je commence par lancer un mailing que j'envoie à 1500 suspects. On considère que ça coûte 2 euros le pli. J'ai donc dépensé 3000 euros. 1% de taux de retour, ça me donne 15 retours chauds. Après, je ne me contente pas de ça, je fais du phoning derrière. Par exemple, sur 10% du fichier, ça fait 150 relances. Là, c'est plus cher, on ne parle pas forcément à la personne du premier coup, il faut rappeler. En revanche, le taux de retour est meilleur, 8%, et je considère que chaque appel me coûte 30 euros. Voilà. Donc 8% de 150, ça me fait 12 retours chauds. J'ai donc dépensé 7500 euros et j'ai 27 prospects chauds. Je fais la division et ça me dit que le coût d'acquisition d'un prospect, c'est 270 euros. Jusque-là, ça va. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pas des prospects, c'est des clients. C'est là qu'interviennent les commerciaux qui doivent rencontrer les prospects pour signer. Le commercial qui va intervenir, bah lui, il a un taux de transformation de 20%. Alors le taux de transformation, il est vraiment lié au commercial, à sa capacité à identifier des enjeux, à séduire, à bien comprendre le besoin et apporter une réponse satisfaisante. Alors compte tenu du salaire, du gasoil qu'on met dans la voiture, du nombre de visites qu'il fait par an, j'ai calculé que le coût d'une visite, c'était 150 euros. Comme il a besoin de 5 prospects pour transformer une fois, je vais donc utiliser 5 prospects pour faire 5 visites. Je vais donc dépenser 5 fois 270 euros, 5 prospects, plus 5 visites à 150. Au total, j'ai dépensé 2100 euros. Le coût d'acquisition d'un client, c'est donc 2100 euros. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comparer ça au panier moyen. Dans l'exemple, on a 10 000 euros. Alors, le panier moyen, c'est bien, mais mieux, regardez en termes de marge. Donc, si je suis dans le service, mettons, j'ai 50% de marge. Le résultat, c'est 5 000 euros de marge pour 2100 euros de dépenses. C'est un modèle qui est rentable. Donc, en tant que patron de cette boîte, moi, je vais être pressé d'investir N fois 2100 euros pour générer N fois 5 000. En revanche, imaginons, je distribue de la machine-outil avec une faible marge, j'ai 10% de marge. Donc, ça veut dire que là, le business n'est pas rentable et il faut que je réfléchisse à une autre façon de travailler, voire que je change de métier. Et la réponse à la question initiale, pour 100 KE de chiffre d'affaires supplémentaire, j'ai besoin de 21 000 euros. Je posais cette question encore hier à un client et on était en train de travailler sur les budgets com. Il n'avait aucune idée de ce qu'allait lui rapporter les opérations auxquelles il pensait. En revanche, quand on faisait des additions pour savoir ce que ça allait lui coûter, ça c'était très clair. Et pour le coup, il avait un petit peu de mal à se décider. Ah bah, je comprends bien son dilemme. Alors dis-moi, combien de temps pour mettre en place cette mécanique-là? Alors, bon, déjà pour le mettre en place, il suffit de le décider, d'avoir la rigueur pour mesurer finalement tout ce qu'on dépense, mesurer les taux de transformation, et après pour avoir une statistique de confiance, je dirais que c'est quand même bien de faire le boulot pendant un an. Un an. En 12 mois, on sait combien combien on En dépense 12 et on mois, mesure. on obtient des statistiques qui sont pertinentes. Et ce que je peux te dire, c'est que j'ai en tête une équipe commerciale d'un client qui a dépassé des objectifs que tous les commerciaux avaient jugés unanimement inaccessibles en appliquant cette méthode. D'accord. Alors, pour ceux que ça peut intéresser, qui ont envie d'aller plus loin, on leur signale que sur le blog Weekend, ils trouveront un article très documenté sur le sujet, qui va un petit peu plus loin que les deux exemples qu'on a pris ici. Alors, ce qui est important, c'est d'allouer les ressources de façon cohérente par rapport aux enjeux. Là aussi, dans la vraie vie, on voit des choses parfois surprenantes. On peut avoir des prospects à faible enjeu, ils n'ont pas de projet.
on peut externaliser la prospection, se contenter d'emails. À l'opposé, on a quelques sociétés avec beaucoup d'enjeux, des projets chauds. Là, on mobilise le banc, l'arrière-banc, le dirigeant, et on investit sur le prospect. Et puis entre les deux, c'est au commercial de juger avec tout le bon sens possible des moyens à engager. Bien, nous passons maintenant à la communication. Au passage, je vous signale que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire via le chat, hein. N'hésitez pas, on les lit et on répond. Alors, c'est bien d'avoir déterminé ces caractéristiques, d'avoir commencé à travailler ses clients. On a un savoir-faire, on a des bons produits, on a une équipe dynamique, mais encore faut-il le faire savoir. Parce que ce qui n'est pas connu n'existe pas, surtout dans un monde de communication comme aujourd'hui. La première des choses à faire, c'est se créer une identité. Une identité, c'est travailler sa marque, c'est travailler son positionnement, c'est travailler ses actions. Et éventuellement, prenons l'exemple de Wiccan, où nous avons le magazine Accélérateur qui régulièrement retrace les actions que nous menons, des témoignages clients avec des têtes d'affiche qui acceptent de témoigner pour notre réseau et de témoigner de la stratégie et de l'importance de la stratégie dans une PME. Mais là, on voit de la com papier, alors que tout le monde parle de digital aujourd'hui. Alors le papier, c'est démodé ou c'est encore de l'avenir? Le digital, le numérique, la communication numérique est incontournable. Qu'on soit en B2C ou qu'on soit en B2B, c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir. On verra juste après les différents moyens de le faire, mais nous sommes tous inondés par des mailings, nous sommes tous inondés par ce genre de choses, ce qui crée une certaine saturation, et d'ailleurs les taux d'ouverture des campagnes de mailing faiblissent considérablement. On est entre 5 et 10% dans le meilleur des cas. Donc le papier devient quelque chose de qualitatif. Puisqu'on a ciblé ses clients, ses prospects à potentiel et qu'on a fait tout le travail auparavant, on va pouvoir déterminer les bons canaux pour leur parler. Si nous sommes dans quelque chose de ciblé avec des clients à potentiel, on pourra leur envoyer une newsletter sur du papier joli, bien travaillé. Si on est sur des clients de masse avec beaucoup plus de personnes et un potentiel qui n'est pas encore avéré, on pourra faire du mailing, ou bien, puisqu'on cherche sur notre axe à gagner de la notoriété et des généralistes, on pourra travailler des pages jaunes, mais on pourra aussi se payer un petit peu de publicité sur Google avec des Google Ads, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a tout pour cela. Il faut juste choisir et adapter. Alors, on va passer à l'organisation. Une société qui se développe, on va dire 15% par an, eh bien, en 5 ans, elle a doublé de taille. Donc, ça veut dire que l'organisation, forcément, elle ne va pas rester figée. Alors, les schémas d'organisation possibles sont nombreux et on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit universellement recommandé. Ça dépend vraiment du modèle économique de l'entreprise, de son offre. Ce qui est important, c'est de ne pas rester enfermé dans le passé. C'est pas parce qu'on a fait pendant 15 ans, pendant 20 ans, d'une certaine façon, que ad vitam aeternam, l'entreprise doit rester avec la même organisation. Et moi, j'aime bien le schéma en bas à gauche, l'entreprise multi-capitalistique. C'est un modèle que j'ai pu tester avec une société qui ne vendait pas des prestations de services. Et le fait d'avoir créé une filiale service a été complètement vertueux parce que finalement, le véhicule a créé l'envie de facturer ses prestations. Et du coup, cette même entreprise a fini par facturer des prestations qui étaient offertes jusqu'à présent. Et je peux vous dire que ça a contribué à booster son développement. Est-ce qu'on pourrait dire que chaque petite pyramide dans cet exemple correspond à un domaine d'activité spécifique? Ça dépend vraiment du type d'entreprise et de la stratégie mise en œuvre. Il faut juste retenir qu'on n'est pas enfermé dans un type d'organisation,
mais qu'en fonction du projet de développement, il existe une organisation plus performante que d'autres. Alors, gestion DRH. Dans une entreprise, la stratégie c'est important, mais fondamentalement, les produits aussi, mais fondamentalement, ce sont les hommes qui font le succès de l'entreprise. Donc, comment arriver à les motiver? Il faut mettre l'entreprise en tension positive. Nous parlons bien de tension positive, pas négative, pas les harceler, pas les houspiller, mais mobiliser grâce à un plan de développement à 3 ans, à 5 ans, qui est assis sur la vision dont Jean-Philippe parlait tout à l'heure, la vision qui donne une stratégie, et cette stratégie, à partir du moment où on la concrétise en plan d'action et qu'on commence à l'expliquer à l'ensemble du personnel, alors, nous l'avons constaté un certain nombre de fois, ça réveille l'ensemble du personnel et ça mobilise. Pourquoi? Parce que le dirigeant, quand il réunit tout le monde pour leur dire voilà où nous allons aller, voilà où nous serons dans 5 ans, et souvenez-vous, comme il a de l'ambition, tout le monde sait qu'on va aller atteindre la Lune, eh bien les gens se projettent. D'abord, ils ont confiance, ils sentent qu'ils sont dirigés, qu'ils sont guidés et inspirés, et puis ils se projettent. On peut ainsi transformer des personnes. Alors, un exemple qu'on a rencontré un certain nombre de fois, mais plus précisément, un commercial qui était un peu démotivé parce que ça faisait quelques années qu'il faisait un peu la même chose et il commençait gentiment à s'étioler et à rapporter sensiblement moins à son entreprise. À partir du moment où, dans le cadre de cette vision et dans le cadre de ce plan de développement, un organigramme à 5 ans a été proposé, il s'est reconnu quelque part dans une des fonctions d'animateur d'un réseau commercial qui allait arriver, une fonction dont on anticipait un besoin. Et il a dit, ça c'est pour moi ça. Et là aussi, quand on fait un organigramme à 5 ans, bah, c'est bien d'être en rupture avec le passé. Si on repart de l'organigramme existant, il y a peu de chances d'arriver à une bonne solution. Le mieux, c'est quand même de repartir d'une feuille blanche, de dessiner l'organigramme idéal, et après de voir bah, finalement par rapport au point de départ aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut évoluer vers cet organigramme idéal. Alors très souvent, je dois dire que quand on fait cette recommandation, la réaction, elle est, mais comment voulez-vous que je fasse un organigramme à 5 ans alors même que dans un an, j'ai un peu de mal à définir de quoi j'aurais besoin. C'est justement pour cette raison qu'il faut le faire, parce que ça permet de définir deux choses. Est-ce que j'ai les compétences aujourd'hui pour les profils dont j'aurais besoin? Si je ne les ai pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets en place des formations? Et encore faut-il identifier les bonnes personnes. Et surtout, à partir de quel moment je recrute? Recruter, c'est un processus long. On sait très bien que entre le moment où je décide de recruter et le moment où la personne arrive, il peut s'écouler entre 6 mois, 6 et 12 Ah mois. oui, facilement. Je travaillais avec un client dans un environnement très technique. Grosso modo, c'est 1 an à chaque fois quand il a besoin de recruter un commercial. C'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir anticiper. Et 1 an pour le recruter. Et Oui. après, la formation, c'est entre 1 et 2 ans pour l'avoir vraiment Ah oui, c'est un opérationnel. processus très très long. Donc, d'où la raison, une raison supplémentaire d'anticiper cet organigramme qui à la fois mobilise des compétences en interne et à la fois vous permet d'anticiper. Ah, la finance. Alors, la croissance, ça se finance. À part les quelques entreprises qui ont un besoin en fonds de roulement négatif, ben, on va dire que la finance consomme du cash et le besoin en fonds de roulement, euh, c'est proportionnel au chiffre d'affaires, toutes choses égales par ailleurs. Donc une entreprise qui va doubler, eh bien, va voir son besoin en fonds de roulement doubler. Ce qui veut dire que petit à petit, on va monter sur la courbe du besoin en fonds de roulement. Et il y a un point où les deux courbes se croisent. Et c'est là que les ennuis commencent, puisque ça voudrait dire que la trésorerie devient négative. Alors, il y a aussi quelques croyances en France qui consistent à dire que c'est pas possible de se financer, etc.
J'étais ce matin même à une conférence qui disait exactement le contraire. En France, il y a beaucoup d'argent disponible à l'investissement. En revanche, ce qui manque, c'est des projets bien ficelés, bien formatés, conformément aux critères des banquiers. Donc, à partir d'un certain seuil, lorsqu'on voit que la courbe BFR se rapproche trop de la courbe du fonds de roulement et qu'on approche d'une situation de trésorerie négative, eh bien, il faut savoir anticiper ça et puis faire en sorte que cette courbe fond de roulement remonte. Donc, il n'y a pas 36 façons de faire. Alors, on peut vendre des IMO, mais enfin là, ça met quand même en péril la pérennité de la société. Après, ce qu'on peut, c'est augmenter les ressources permanentes. Alors, c'est-à-dire souscrire de la dette. Bon, bah, si on est bien par rapport au gearing, par rapport à la CAF, on peut commencer par aller voir son banquier préféré et solliciter un prêt pour financer le BFR. Et puis après, quand on est coincé, quand on n'a plus de marge à ce niveau-là, eh bien l'option c'est d'augmenter le capital. C'est pas infamant et nombreuses sont les sociétés qui sont amenées à augmenter leur capital au fur et à mesure de leur développement. Et moi, j'ai toujours entendu dire que les banquiers avaient du mal à financer le VFR. Alors, Ça a changé? on préfère financer des actifs quelque part, mais adossé à BPI, il est tout à fait possible d'obtenir des prêts en financement de BFR. Oui, tout à fait. BPI donne des garanties et des cautions qui facilitent la décision des banquiers. Oui. Voilà. Alors, on arrive bientôt au terme de cette conférence web et il y a quelques points clés que j'aimerais que vous reteniez. Tout d'abord, la croissance d'une PME est une affaire de potentiel et de méthode plus que de conjoncture. On peut évoluer dans des marchés malmenés, voire des marchés baissiers, et néanmoins réussir brillamment alors que les concurrents échouent. Voilà. Ça, c'est grâce à la méthode et au potentiel et à l'ambition du dirigeant. J'aurais des tas d'exemples à vous dire, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Une prochaine fois. Après, n'attendez pas tel dispositif incitatif, une subvention ou que sais-je pour développer l'entreprise. Misez sur les forces vives de la société, misez sur votre ambition, votre motivation, la motivation de votre équipe et n'attendez pas un retournement du marché. Après, faites de la croissance l'objectif numéro un. On respire la croissance, on en parle tous les jours. Et c'est comme ça que ça s'ancre dans les esprits et que tout le monde vient à penser croissance. Établissez votre diagnostic sans complaisance. Et je sais que c'est difficile parce que on voit toujours son enfant super beau, mais soyez sans complaisance et c'est ça qui vous permettra de prendre les bonnes décisions et de mettre en œuvre la bonne stratégie. Et raisonnez en statique, c'est-à-dire aujourd'hui, et en dynamique en vous projetant dans une situation future. Associer une vision stratégique long terme et la logique opérationnelle au quotidien. Tout ça, ça doit être étroitement lié. Formaliser votre stratégie, ça vous permettra d'une part de la partager avec des partenaires, éventuellement avec des proches collaborateurs, et avec le banquier, avec des investisseurs. Et puis, ça vous permettra d'arbitrer. En tant que patron de PME, on est toujours sollicité par des tas de gens qui vous proposent des services divers. Bon, est-ce que c'est en cohérence par rapport à cette stratégie? Est-ce que ça s'inscrit dans mon plan de développement stratégique ou non? Eh bien, ça vous permet de décider des réponses favorables que vous donnez et ça vous permet d'éviter de gaspiller des ressources. Dans le cadre de l'industrialisation du commercial, n'oubliez pas les trois grands principes. Exhaustivité, je parle à tout le monde. Répétitivité, plusieurs fois par an. Et sur la durée, en fait, je sème des petites graines, je les arrose pour qu'elles poussent. Et comme elles ne poussent pas toutes à la même vitesse, je suis patient pour récolter plus tardivement celles qui mettent davantage de temps à sortir. Et enfin, mettez en place des indicateurs incontestables pour mesurer la performance de vos actions. Sachez que le simple fait de mettre en place un indicateur, eh bien, ça incite à l'amélioration, ça incite à faire mieux, à se dépasser. Et s'il ne devait être retenu qu'un seul indicateur, eh bien, la recommandation, ce serait la valorisation de la société. À quelle fréquence? Une fois par an, lorsque le bilan est publié, vous valorisez la société. Alors,
en utilisant la même méthode pour comparer des carottes avec des carottes. Et vous pouvez constater la création de valeur au cours de l'exercice. C'est l'indicateur ultime. Voilà. En conclusion, la stratégie se décide et se construit de l'intérieur, mais elle gagne à s'appuyer sur un partenaire extérieur. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour poser des questions. Vous pouvez aussi noter nos adresses mail, nos coordonnées téléphoniques. Et Pierre et moi, nous engageons à répondre dans un délai de 24 heures aux questions que vous nous poseriez. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Au revoir.